Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, d'autant plus que bon, ça fait plaisir quand même d'avoir la possibilité d'échanger en direct avec les personnes après cette année de Covid. Donc je vais essayer de remplacer Christine Leroy qui était à la base la présentatrice de cette présentation. Alors tout d'abord, une première chose par rapport aux fumées de bitume. On parle de fumée de bitume, mais on va dire dans la vie courante, vous entendez beaucoup de gens parler de goudron. J'ai fait goudronner la route, etc. Donc j'apporte juste une précision. Le goudron est issu de la houille, du charbon. Il contient à peu près 1000 fois plus de HAP en concentration que le bitume. Le bitume est un dérivé du pétrole, c'est la fraction la plus lourde. Voilà, c'est juste pour commencer. Sachant que le goudron a été arrêté, on va dire, dans les années 90, 93 pour être précis. Autre différence, le goudron est classé CMR1B selon le CLP. Il est également classé groupe 1 par le CIRC. En ce qui concerne le bitume, il est classé 2B par le CIRC, donc possiblement cancérogène, et l'exposition aux fumées de bitume est considérée comme irritant pour les voies respiratoires. C'est mieux. Le bitume est composé de 4 classes de molécules importantes, qui sont des molécules saturées, aromatiques. Il y a également des résines et des asphaltènes. Les asphaltènes ne se retrouvent pas dans les fumées de bitume, puisque beaucoup trop lourds. En 2013, l'ANSES avait mis à l'index la partie irritante des fumées de bitume, et c'est ce qui a amené justement ce groupe de travail entre l'INRS, Route de France, les CARSAT, l'OPP-BTP, tout un tas d'acteurs, la DGT également. Ce n'est pas le premier travail qui est fait en collaboration avec l'INRS, puisque depuis 1986, l'INRS travaille avec Route de France et les CARSAT pour faire des mesures sur les chantiers, notamment sur l'efficacité des moyens de protection et l'efficacité des moyens de captage des fumées de bitume. Donc, la méthodologie proposée par l'INRS qui va être en fait le plan de la présentation. Il a fallu définir un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on voulait mesurer, comment on voulait le faire, collecter des bitumes représentatifs et effectuer des travaux en laboratoire pour la caractérisation de ces fumées de bitume. Les fumées de bitume comportent, allez, on va dire au plus large, entre 1000 et 10 000 produits différents, donc c'est complètement différent de mesurer une VLEP sur juste une substance. Donc je vais vous présenter la méthode de prélèvement, je vais vous présenter également la campagne de mesure sur les chantiers, qui a eu lieu entre 2014 et 2015. Je vais vous montrer l'analyse des résultats et la validation de la méthode qui a mené à la méthode Métropole 2, et ensuite la mise en place d'une technique, d'un indice global en l'absence de VLEP. Donc la méthode d'évaluation, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est faire déjà une méthode qui repose sur un prélèvement individuel de la personne en fonction de son poste de travail. Ça, c'est assez classique, qui n'est pas basé sur un marqueur. Habituellement, on avait l'habitude, c'est un pléonasme, de travailler sur le benzoapyrène. Or, les concentrations en benzoapyrène avec les fumées de bitume sont bien moindres que ce qu'on pouvait trouver auparavant avec le goudron, de par la concentration en HAP, qui est bien plus faible. Des travaux en 2014-2015 sur 16 HAP ont montré que la concentration mesurée était d'1 milligramme par mètre cube en moyenne, alors qu'une seule VLEP existe pour le naphthalène et que la VLEP est à 50 mg. Donc on est bien en deçà. Donc ça vous montre le côté non pertinent de la mesure sur une seule substance. Donc comment faire sans? Eh bien, tout simplement en prenant en considération l'ensemble des substances et en définissant une nouvelle méthode. Donc on a voulu que ça soit valable pour n'importe quel bitume utilisé. Donc là on a travaillé avec Eurobitume, donc les fournisseurs de bitume, et le groupement professionnel du bitume, qui nous a livré tout un tas de bitumes différents qui ont pu être testés par l'INRS pour mettre en place la méthode.
L'idée était également de pouvoir réaliser ces mesures dans tous les laboratoires des CARSAT. L'idée n'était pas de leur faire changer leur technique de mesure, de leur faire acheter du nouveau matériel. Il fallait que ça soit utilisable et faisable un peu partout. La gamme de travail, compte tenu de la variabilité des bitumes et des molécules qu'on peut retrouver, les concentrations devaient être à la fois basses et hautes. Enfin, on devait pouvoir caractériser l'intégralité des substances. Et puis donc l'INRS a pu valider sa méthode selon les protocoles, les gold standards habituels. Alors, ça a été un gros travail des équipes d'Eddy Langlois, notamment de Benjamin Sutter, de caractériser ces fumées, puisqu'en laboratoire c'est assez compliqué d'arriver à avoir quelque chose de représentatif de ce qui peut se passer dans la réalité. Donc, je ne vais pas vous refaire le discours de ce matin sur le mélange particules-vapeur. On peut passer de 10 à 90 à 90-10, donc ça veut dire qu'il faut tout mesurer. Ce n'est pas forcément évident. Donc vous voyez sur le schéma en haut à droite, je vais vous décrire un petit peu le modèle utilisé, mais en fait vous avez une chambre de génération des fumées. Vous avez au milieu ce qu'on va appeler une chambre d'exposition, c'est là où vous allez retrouver les filtres et les capteurs. Et puis vous avez à droite un générateur d'humidité pour contrôler on va dire tout ce qui est atmosphérique, pression, température et humidité du milieu. En bas à droite, vous avez des courbes d'étalonnage en fonction des bitumes. Vous voyez qu'on a utilisé pas mal de bitumes et les équipes du laboratoire ont tenté de faire des mesures avec différents détecteurs. Alors il y avait le détecteur à fluorescence que vous voyez en bas à gauche. Le problème, c'est qu'il prend en compte uniquement les molécules aromatiques. Or, on a quand même beaucoup de molécules aliphatiques. Donc le choisir aurait voulu dire s'exonérer de toute une fraction des fumées de bitume. Donc il a été décidé de se tourner vers vers un détecteur FID, donc le graphique à droite. Vous voyez en plus que les dispersions sont beaucoup plus faibles, et le FID permet de mesurer toutes les familles de composés, que cela soit des aromatiques, des aliphatiques, etc. Je vais passer au diapo suivant. Donc voici on va dire le dispositif de prélèvement. Alors vous l'avez déjà vu ce matin, il a été mis au point au laboratoire et puis après testé sur le terrain. Donc on prélève les vapeurs et les particules à l'aide d'un dispositif composé d'une cassette en polystyrène qui nous permet de récupérer la fraction inhalable. Et en plus, ces cassettes, d'après la littérature, permettent de maximiser la collecte de matière et de minimiser les dépôts sur les parois. Voilà, donc vous récupérez vraiment la totalité, ou en tout cas la quasi-totalité de ce que vous pouvez récupérer. Ensuite, il y a un filtre PTFE qui, contrairement aux filtres en cellulose, en quartz ou en verre, ne produit pas d'interférents. Donc vous n'allez pas, on va dire, perturber votre analyse. Une grille métallique qui sert uniquement à éviter la perte de charge avec le filtre, et puis une résine Amberlite XAD2 qui est une résine communément utilisée pour récupérer, on va dire, les substances hydrophobes. Pour les chimistes, c'est un copolymère styrène divinylbenzène, si ça vous intéresse. L'extraction ensuite, jusqu'à présent, on utilisait pour ces substances-là du benzène. Le problème du benzène, il est CMR, donc tant qu'à faire, on s'est dit qu'il était mieux d'utiliser quelque chose de pas CMR, tout simplement. Donc plusieurs solvants ont été utilisés, testés, et celui qui est ressorti gagnant, c'est le N-heptane. Voilà, c'est celui qui permettait un taux d'extraction le plus important. Donc la campagne de mesure sur les chantiers. Alors il y a eu au total 45 chantiers, 259 mesures au total sur l'année, de la part on va dire, en tout cas les majors du BTP étaient dedans, et c'était vraiment sur toute la France. Donc il y a eu différentes typologies de chantiers, les enrobés tièdes, les enrobés chauds, sachant qu'un enrobé tiède pour la profession c'est 25 degrés en moins qu'un enrobé chaud.
Des chantiers ouverts ou semi-fermés. Alors ouvert, c'est à l'extérieur. Semi-fermé, ça va être les tunnels ou les parkings souterrains, parkings de résidence, etc. Et puis, on a distingué aussi les chantiers mécanisés et non mécanisés. Ceux avec des finishers ou ceux où il n'y a pas la place pour un finisher, ou alors c'est un tout petit finisher. Donc dans les chantiers mécanisés, on a regardé l'exposition des conducteurs de finisseur, du régleur, des opérateurs qui sont à côté du finisseur, et puis des conducteurs de compacteurs. Donc on peut voir que la personne qui est la plus exposée, c'est le conducteur du finisseur. La plupart du temps parce que, comme la personne de gauche, il a envie de regarder ce qui se passe et donc il va avoir tendance à sortir la tête de sa cabine, notamment. Vous avez les régleurs de finisseur. Le moins impacté, c'est le conducteur de compacteur. Voilà. Alors ici, c'est l'analyse des résultats par le laboratoire. Alors, c'est une technique qui, vous voyez en bas, en haut à gauche, la courbe de répartition qui obéit à une loi log normale, pour être précis, et qui vous donne des percentiles. Et donc, habituellement, on va regarder le percentile 80 et le percentile 90. Ça vous permet de savoir si vous situez, on va dire si vous êtes dans le percentile 90, il y a 90% des entreprises qui ont fait mieux. Voilà. Donc, de cette courbe, vous voyez en bas une concentration en milligrammes par mètre cube. Ce sont donc les deux niveaux d'indice que nous avons retenus, donc le percentile 90 et le percentile 80, pour construire une grille de lecture que nous appelons nous un indice global, mais qui reflète en fait un indice de performance de la prévention, puisque si vous êtes en dessous d'1 mg par mètre cube, nous considérons, jusqu'à la prochaine session de mesure, que l'émission est maîtrisée, c'est-à-dire que vous faites partie, on va dire, des bons élèves, puisque vous avez mis en place tout ce qui peut être mesure, captation, travail en rotation, ou en tout cas, vous avez mis en place ce qu'il faut sur votre lieu de travail. Si vous êtes supérieur à 1,6 mg par mètre cube, ça veut dire que vous faites moins bien que la très grande majorité des autres entreprises. Ça veut dire que vous avez de gros axes de progrès, c'est au moins la bonne nouvelle. Et puis entre les deux, ça veut dire que vous vous retrouvez potentiellement quand même avec des actions à mettre en place. Donc après, c'est à chacun d'analyser ça de son côté. Donc c'est une méthode qui a été bien encadrée parce que réalisée en relation avec les NRS. Les CARSAT étaient totalement impliqués dans ce travail. On n'a pas eu de problème à les impliquer pour qu'ils viennent directement sur les chantiers faire les mesures. Ça s'est fait très très bien sur toute la France, moyennant les aléas forcément des travaux routiers qui peuvent être les problèmes de pluie, etc. Forcément. On a déterminé donc un indice de performance global. Et donc l'idée, c'était d'avoir une clause de revoyure au bout d'un certain temps. On avait dit 5 ans, donc ça veut dire que le bilan va être à faire d'ici l'an prochain, de manière à refaire des mesures, faire évoluer les percentiles 80 et 90, donc l'indice global, puis petit à petit tendre à un moindre impact sur la santé des collaborateurs, dans un objectif d'amélioration continue de nos moyens de prévention. Voilà, d'autant plus que la profession va quand même vers plus d'enrobés tièdes, donc potentiellement moins d'exposition. Je ne l'ai pas cité, mais les résultats montraient, alors ce n'était pas statistiquement significatif, c'est pour ça qu'il faut qu'on accumule encore, mais on était quand même à moins 25% de composés d'impact sur la santé. Donc à continuer pour voir si on a fait mieux, et puis si on peut conclure définitivement sur l'impact des enrobés tièdes sur la santé. Voilà.